Bon, bonjour à tous. Je remercie aussi Françoise Galinon et Marie-Cécile Maury, les élus du pôle, qui ont organisé cette journée. Je démarre par une courte présentation de Sidi Escofaré. Donc Sidi, vous êtes AME de l'EPFCL, psychanalyste, mais aussi professeur émérite de l'Université Jean Jaurès. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont D'un discours l'autre, paru en 2013, un autre en italien qui s'intitule Annodamenti del sintomo, una lettura lacaniana, paru en 2021. Et il y a aussi plus longtemps déjà les références de Jacques Lacan, Aristote, Descartes, Kant, Hegel et Marx, paru à la découverte freudienne en 1989. Une recension qui marque votre travail, puisque celui que vous proposez depuis 2024 au travers de ce livre est particulièrement marqué aussi par ses auteurs, et d'autres, on pourrait ajouter Césaire par exemple, pour au moins en citer un. Vous avez aussi contribué à de nombreux ouvrages collectifs, pour en citer juste quelques-uns, donc un paru en 2021 qui s'intitule Violencia, Ségrégation et Inclusion Paradoxa Actuales, mais aussi Lacan au présent, paru en 2021, Lacan avec Wedekind, paru en 2019, et d'autres, je n'ai pas fait toute la liste. Et je vous publiez aussi régulièrement des articles dans de nombreuses revues de psychanalyse, dont bien sûr la revue Champ Lacanien, le mensuel, la revue des collèges de clinique psychanalytique du Champ Lacanien, l'Enjeu, mais aussi dans Messin, Psychanalyse Yetu, Figure de la psychanalyse, et d'autres encore. Et pour finir, je n'énumérerai là pas du tout vos très nombreux séminaires, conférences, voire cours. Donc, ça veut dire tout ça quand même que nous sommes nombreux à vous avoir déjà lu, entendu et ou entendu. Et la perspective d'un échange ici, autour de votre livre, donc paru en 2024, est titré « L'amour, le sexe, la psychanalyse, variations sur le couple et sur le lien social », a de quoi raviver la pensée de chacun, tant votre livre, les écrits qui y sont dedans sont exemplaires de précision et d'érudition, mais pas seulement. Peut-être alors va-t-il s'agir de discuter de ce pas seulement, soit de ce que serait un passant de la psychanalyse aujourd'hui, si vous m'autorisez ce saut de puce du pas seulement, ou passant de la psychanalyse. Passant de la psychanalyse comme pratique, comme éthique et comme discours, qui témoigne, dans votre travail, d'une position choisie et assumée, et passant la psychanalyse, soit une transmission aussi de la découverte de Freud, bien sûr, de l'enseignement de Lacan ensuite, et de considérations qui vous sont chères et imbriquées dans ce champ lacanien. Pour celles-ci, pour ces considérations, ces variations, le titre est forcément bien choisi pour votre ouvrage, et il est vrai que celui de « Nouvelle conférence d'introduction à la psychanalyse » était déjà pris. Mais il me semble quand même, c'est pas seulement un trait d'esprit, hein, mais il me semble quand même que le propos et l'intention, me semble-t-il, sont identiques à ce que Freud visait. Vous y revenez à plusieurs reprises dans votre écrit, et vous le concluez avec l'idée selon laquelle il est crucial que les psychanalystes se donnent la peine de penser la psychanalyse dans le temps du vivant. Ils en ont même la responsabilité, indiquez-vous. Responsabilité qui, je vous cite, consiste non seulement à maintenir vive l'expérience inaugurée par Freud et à maintenir la psychanalyse à la hauteur de figures éminentes du savoir où Freud et Lacan l'ont hissé, mais aussi et surtout à la faire interprète du discours contemporain, tant il est vrai que la psychanalyse n'est possible et viable qu'en tant que discipline critique et inassimilable, et inlassablement à l'école du présent. C'est même pourquoi la psychanalyse, je vous cite encore, c'est même pourquoi la psychanalyse ne serait plus ce qu'elle est si les psychanalystes se ferment les yeux
et se pince le nez dès lors qu'il est question de globalisation, de problématiques du genre, de colonialisme, de racisme, de ségrégation, d'écologie, de climat ou de santé. Car la psychanalyse a besoin de vie, de la vie, condition de toute jouissance, et pas seulement de signifiant ou de symbolique. Fin de la citation. Tout lecteur, alors, ne pourra que convenir que c'est dans cette tâche que vous êtes lancé. C'est aussi pour cela que ce livre est à lire, absolument, j'insiste vraiment, il est à lire. Les dites variations que vous annoncez, donc, concernent le couple, le lien social, et si je peux les synthétiser ainsi, les logiques de ségrégation et d'exclusion. 3 objets pour la psychanalyse et son discours, dans sa fonction clinique et dans sa fonction politique. Je ne me lancerai pas donc dans la logique d'un résumé de votre ouvrage. C'est peut-être une pirouette, mais il me semble que se contenter d'un résumé, si tant est qu'il puisse être parfaitement fait, ne serait au fond qu'une occasion de ne pas lire ce que vous avez publié. C'est dommage. Je le redis, c'est vraiment à lire. Pour qui veut à minima se faire une idée de ce qu'il peut se dire aujourd'hui, dans cette époque, depuis la psychanalyse, sans pour autant renoncer à son histoire, celle de la psychanalyse, j'entends, sans quoi toute proposition ou perspective ou analyse actuelle ne serait que des produits du marché. C'est donc à lire parce que c'est ancré. Vous l'expliquez, vous le rappelez, le risque pour la psychanalyse est aussi de l'intérieur, du côté d'un discours qui, je vous cite encore, renoncerait à sa logique et à son éthique spécifique, celle qui est relative à la pratique qui le soutient et qui l'éclaire et oriente. Risque qui, donc, selon vous, se constate dans les théories actuelles, ou d'autres qui, en leur temps, l'ont été actuelles. Qu'on pense par exemple au travail de Lâche sur la culture du narcissisme. Et en effet, quel avenir y aurait-il pour la psychanalyse si, je vous cite encore, elle venait à renoncer à être un discours fondé sur l'universalisme du langage, de la raison et de la science, d'une part, et d'autre part une pratique de la différence, voire de la visée de la différence absolue. Plutôt que de résumer, donc, je vais plutôt en extraire quelques questions qui seront de plusieurs ordres. Pour partie, dans une vision didactique, façon de vous proposer d'intéresser vos auditeurs, lecteurs ou non encore lecteurs. Pour partie, ensuite, dans une visée de prolongement, plutôt en rapport avec le thème de l'année des collèges de clinique psychanalytique, qui, je le rappelle, est la demande et l'amour. Et il est vrai que discuter de ce thème depuis votre ouvrage tombe à point, le premier chapitre portant spécifiquement sur le couple. Et pour partie, enfin, des points ou questions qui auront émergé au fil de ma lecture de votre travail. Alors, à votre guise d'y répondre, bien sûr, l'idée pour cet après-midi étant surtout celle d'un échange ouvert à tous ici présents. Ce seront donc quelques questions pour ouvrir ces échanges. Et puisque nous étions à l'instant dans cette veine de l'avenir de la psychanalyse, de ses institutions ou dispositifs, de ces discours aussi, je vous demanderai d'abord si vous pouviez réexpliquer ce que vous amenez à la toute fin du chapitre 14, qui s'intitule « Qu'appelle-t-on ségrégation ?» lorsque vous soulignez en fait l'existence d'une ségrégation dans et par la psychanalyse. Une articulation qui m'a paru essentielle dans votre travail, et même un peu retenue, m'a-t-il semblé, et qui, je crois ou perçois, n'est pas sans conséquence, tant dans notre propre champ que depuis l'extérieur de ce champ vis-à-vis de celui-ci, mais sans doute aussi pas sans conséquence dans la pratique. Qu'est-ce donc une ségrégation dans et par la psychanalyse ? Je poursuis sur la suite. Donc je poursuis sur un autre point, en me risquant cette fois sur une mise en perspective de 2 moments différents de votre travail. Le premier concerne le culturel et le social qui, indiquez-vous, sont indissociables pour la psychanalyse. On retrouve là, en effet, reprise une partie, entre autres, reprise une partie de la réponse de Freud à Einstein, par exemple. Le second moment est celui dans lequel vous soulignez que la culture et la civilisation, au contraire,
ont tout intérêt à être différenciés. Ne fût-ce que, comme vous le faites, d'y entendre que les conséquences impliquant la ségrégation et l'exclusion, tant sur leur origine, leur déploiement et leur traitement, ces conséquences donc ne sont pas du tout les mêmes pour l'une et pour l'autre. Cette seconde distinction, telle que vous la déployez, est d'ailleurs tout à fait convaincante. Au sujet des enjeux de l'exclusion, dès lors, vous concluez que s'il y a un enjeu souhaitable d'imaginer, et s'il peut être la culture, celle-ci doit y opérer comme instance de lien, d'échange, d'emprunt, de brassage, et in fine de mutuelle reconnaissance. Au fond, serait-ce un mariage entre Freud et Hegel que vous proposez ici, peut-être aussi inspiré de Fanon d'ailleurs. Mais ça, à la rigueur, c'est une remarque. Mais dès lors, alors, dans ce monde globalisé, sur lequel vous revenez souvent, monde qui, pourrait-on dire, produit soit de l'individualité, soit de la masse, et qui est de fait aussi cause de ségrégation, serait-il logique d'en déduire que cette globalisation n'est pas signe de culture? Et sinon, comment essayer d'y faire culture, enfin, Ma remarque et question suivante fait alors un retour sur la première partie de votre ouvrage pour ce qui concerne le couple. Entre autres, on peut en retenir que le travail de dissection que vous menez culmine dans l'analyse du couple analytique qui, à la différence des deux autres couples qui vous paraissent au même titre que le premier être les plus fondamentaux, donc le couple amoureux et le couple sexuel, et qu'aussi vous décortiquez avec soin ces deux couples-là, le couple analytique donc a ceci de particulier qu'il est, je vous cite, le seul qui vise et même œuvre à sa dissolution. Belle façon, dirais-je déjà, de vider le sens convenu du mot couple, pour mieux montrer sa logique et ce que ce terme suppose et implique d'articulation. Concernant le couple analytique, alors, je me suis demandé en vous lisant s'il y en a un, d'une certaine façon, soit particulière, dans le cas de Schreber. Je le dis volontairement d'une façon très vague, floue, voire maladroite, car en effet, avec Schreber, nous ne sommes pas dans la situation particulière d'un transfert à un analyste. J'évoque aussi ce point non sans raison, soit celle de notre thème des collèges, comme je le rappelais. Car il se trouve qu'une telle question rejoint l'un des choix que nous avons fait sur l'unité de Montauban, de s'attarder un peu sur les points de départ des grands cas de Freud, pour y déceler quelque chose de la demande, au moins, dont en particulier, pour ne pas avoir à les traiter tous dans ce travail à Montauban, donc on s'est plutôt attardé sur celui de l'Homora, de la jeune homosexuelle, et celui de Schreber. Le premier, l'Homora, pour ses problèmes de couple, justement, vous en parlez dans votre livre. La seconde, pour le couple parental qui amène son objet, la jeune homosexuelle, chez Freud. Et le troisième aussi sur ce versant d'une demande, celle si particulière de Schreber, à la science et à la religion, certes, on connaît tous ça, mais auquel Freud se lie au point de nous avoir laissé des bases toujours d'actualité dans la clinique des psychoses. Et s'il fallait alors encore plus élargir cette question, peut-être elle pourrait se formuler de la sorte. Y a-t-il une spécificité du couple analytique dans la clinique des psychoses? Je terminerai enfin avec une question très globale, mais pas sans revenir ou retenir quelques points, une sorte de florilège de votre travail, qui pourrait commencer d'ailleurs avec cette idée que la science n'a pas de mémoire, que vous rappelez, bon, qui rejoint un peu la dimension de y a-t-il une culture dans la globalisation que j'évoquais tout à l'heure. On pourrait revenir aussi sur l'amour, qui est, indiquez-vous, toujours jaloux, au sens où il exige l'exclusivité. Façon aussi peut-être d'indiquer que d'avoir plusieurs partenaires ne permet pas de les aimer tous à la fois, que le sujet de l'inconscient ne peut aimer qu'un par un. Avec le corps aussi dans la postmodernité dont vous parlez aussi beaucoup, et dans la cure ensuite. Une occasion là aussi très réussie dans votre travail d'autopsier l'objet, j'entends le corps mort, qu'il est dans la science, et au contraire de l'élever, voire le ressusciter, si j'ose dire, dans la cure analytique.
Vous mettez aussi en avant l'existence de 3 réels. Nous en avons un petit peu discuté ce matin, du réel. 3 réels bien distincts et spécifiques entre religion, science et psychanalyse. Distinction, c'est vrai, peu commune, puisque nous avons plutôt pour habitude dans notre champ de parler du réel, d'un réel finalement, quasiment comme un au fond. Or, ces 3 réels que vous distinguez incluent finalement aussi leur mode de traitement, si je puis dire, ce qui les différencie donc. Pour la religion, cela concerne le père, l'origine, le temps et la mort. Je reprends ce que vous en analysez. Pour la science, ce réel, c'est la nature, le réel physique. Et pour la psychanalyse, ce réel, c'est le réel du sexe. Donc oui, comme vous l'écrivez, ceci fait bien de la psychanalyse, du discours psychanalytique, un discours nécessaire pour recevoir l'impossible à écrire, le prendre en charge en traité, voire le traiter. Ce que vous écrivez, page 121. Mais pour la science et la religion aussi, bien sûr, mais pas avec les mêmes conséquences, surtout au prisme de la responsabilité subjective ou de sa prise en compte. Vous rappelez aussi quels ont été jusque-là les diagnostics sur l'époque ou les époques avec la psychanalyse, le diagnostic freudien sur son époque via le malaise dans la culture, s'attache à ce que la civilisation impose comme sacrifice du côté de la sexualité et à l'agressivité. Le diagnostic lacanien, indiquez-vous, y ajoute le malaise du discours de la science, que vous reprenez chez Taylor d'ailleurs, perte de sens, disparition des horizons moraux, éclipse des fins, perte de la liberté. Et alors quel serait le nôtre ? Un autre diagnostic s'impose-t-il à nous après Freud et après Lacan ? Bref, c'est un peu là ma question très générale, puisque je vais presque vous demander d'être prophète. Quel destin pour la psychanalyse anticipez-vous ? Merci Laurent. C'est redoutable d'avoir un discutant, un lecteur comme Laurent. J'avais peur qu'il se venge de mon intervention à sa soutenante de thèse en 2007 avec Marseille. Il n'en a rien été. Au contraire, il a été extrêmement gentil avec moi, mais en me posant quand même des questions redoutables. En tout cas, merci vraiment de cette lecture extrêmement précise, rigoureuse, et j'espère qui donnerait envie à ceux qui ne l'ont déjà fait de parcourir ou de s'attarder un petit peu au texte qui compose le livre que je présente aujourd'hui. Alors, il faut vraiment que je dise que j'étais très embarrassé de parler presque 1 an et demi après sa parution de ce livre. C'est un petit peu derrière moi. Je l'ai fait longuement ailleurs. Je l'ai présenté à Bordeaux d'abord, puis à l'école de psychanalyse de Bretagne, à Brest, puis à Montpellier, puis 3 fois à Paris, puis à Athènes. Donc overdose, qu'on me ramène toujours à ces textes qui sont pour l'essentiel des textes un petit peu anciens, mais que j'assume. Je considère que sur beaucoup de points, les positions, les propositions que j'ai pu faire restent d'actualité pour moi, en tout cas au moins les thèmes, au moins les problématiques. Après, sur les thèses elles-mêmes, peut-être que j'ai quelques changements, des modifications, mais pour l'essentiel, je crois que ce livre reflète, au fond, ce que je pense de l'amour, du sexe, de la psychanalyse, du monde contemporain et des problèmes cliniques et éthiques auxquels la psychanalyse contemporaine se confronte. Alors, est-ce qu'il faut que je réponde à toutes vos questions ou, comme on dit dans les soutenants de thèse, choisir juste là où les 2 ou 3 questions qui ne m'embarrassent pas trop.
comme vous voulez. Vraiment. Je l'ai dit tout à l'heure, Oui. l'idée c'est de Non, lancer mais la c'est- discussion. Parce qu'au fond, ça me conduirait à réécrire le livre. Hein, d'avoir l'ambition de répondre à des questions aussi essentielles, aussi fondamentales. Alors, je ne vais pas me défiler. Vous m'avez fait l'honneur d'être là, donc je vais essayer de dire aussi précisément que possible ce que je peux avancer, en tout cas cet après-midi, des questions que vous m'adressez. Et ensuite, l'essentiel, c'est quand même d'échanger avec vous autour de ces questions, d'apprendre de vous également. Et je crois que de nos échanges aussi, tout le monde tirera enseignement. Alors, la ségrégation. Qu'appelle-t-on ségrégation? Et surtout, vous soulignez le point précis que j'ai développé concernant la ségrégation par et dans la psychanalyse. Alors, il faut se mettre d'accord. J'entends le terme de ségrégation au sens précis de la séparation. Et non pas comme un certain mouvement, une certaine doxa conduit à le penser, à confondre la ségrégation avec la discrimination, avec le racisme, etc. Il n'y a pas une ségrégation, il y a des types et des figures de la ségrégation. Et ça, je crois que dans les conférences que j'ai faites en Colombie, je me suis attaché à les développer. Et ce qui peut-être surprend, c'était de consacrer une partie à la ségrégation par et dans la psychanalyse. Vous avez eu raison de considérer que je m'étais retenu. On ne peut que se retenir quand on avance une idée comme celle-là. Mais je crois que tous les lecteurs de Lacan, et j'en connais pas mal ici, savent que Lacan a traité, au fond, peut-être rapidement, peut-être de manière un petit peu énigmatique, mais de cette question de la ségrégation dans et par la psychanalyse. Alors, c'est dans son texte sur le psychanalyse de l'école qu'il introduit cette idée qu'il ne faille pas considérer que ce ne sont que les autres discours qui produisent de la ségrégation, que la psychanalyse elle-même en produit, d'une certaine manière, le simple fait au fond de considérer qu'il y a que la pratique de la psychanalyse produit un sujet qui n'est pas comme ceux qui ne se sont pas soumis à cette expérience, produit au fond une forme de ségrégation entre les analysants, les analystes, ou les analysants, et ceux qui n'ont jamais eu affaire avec la psychanalyse, c'est-à-dire dont la vie ou l'expérience de vie n'est pas marquée par la psychanalyse. Mais surtout, Lacan a parlé de la ségrégation concernant la psychanalyse, par la psychanalyse, à propos de la manière dont l'association des psychanalystes a pu mettre à l'abri les psychanalystes au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant la période extrêmement sombre qu'a connue l'Europe, notamment le fait qu'il y a eu une mise à l'abri, que ce soit en Angleterre, que ce soit en envoyant les analystes aux États-Unis ou en Amérique du Sud, une volonté pour sauver la psychanalyse, de sauver les analystes par qui cette invention de Freud pouvait continuer à exister. Donc c'est sur ce point-là qu'il y a une ségrégation par et dans la psychanalyse. C'était le point que je voulais souligner. Oui. Il ne fallait pas considérer que la ségrégation, c'est simplement le fait des autres
et avoir une conception, d'une certaine manière, idyllique de la psychanalyse. Mais bon, c'est une question extrêmement complexe, la question de la ségrégation. Je ne vais pas trop m'y attarder. Alors, sur la culture et le social, et la culture et la civilisation. Je vais aller rapidement parce que je crois que les textes sont suffisamment clairs, même si aujourd'hui j'ai appris que mes textes étaient difficiles. C'était la première fois que je l'entendais. Un collègue, à la sortie du travail de ce matin, m'avait fait part de sa difficulté à me lire. Ça a été une grande découverte, mais je retiens la leçon. Je vais essayer de faire beaucoup plus simple la prochaine fois, si d'aventure je m'engageais dans la rédaction d'un nouvel ouvrage, ce qui m'étonnerait fort, parce que quand on voit ce qu'il faut faire comme boulot, si je puis dire, après la parution d'un livre, je me garderais bien d'en écrire d'autres. Mais bon, on m'a aussi rappelé ce matin que j'avais dit la même chose il y a quelques années. Comme quoi, quand on est mordu par cette chose-là, peut-être qu'on ne résiste pas. Alors, donc, le culturel et le social, au fond, j'ai essayé d'avancer l'idée que, contrairement à une idée reçue, ce qui caractérise la psychanalyse, c'est de ne pas dissocier, au fond, la culture et le social. Il y a un côté indissociable du culturel et du social, et que c'est, d'une certaine manière, ce caractère indissociable qui conduit Lacan à inventer et à exploiter sa catégorie de discours, qui n'est au fond rien qu'une sorte de concrétion du culturel et du social. C'est-à-dire qu'il dit que ce qu'il propose comme catégorie de discours, ce n'est rien d'autre que ce que, dans un autre lieu, dans un autre champ, Claude Lévi-Strauss a appelé la culture. Mais en même temps, il définit sa catégorie du discours comme le fondement du lien social en tant qu'il est enraciné dans le langage. Donc pour lui, on ne peut pas dissocier la culture et le social. C'est le lien social qui est le fondement en tant que tel de la culture. Sur la culture et la civilisation, je n'ai fait que reprendre un principe freudien ancien, au fond, qui est de considérer qu'il y a un processus impersonnel qui vaut par les avancées des sociétés, par les avancées de la science, par les différentes inventions culturelles qui ne sont pas marquées par la culture au sens ethnologique du terme. Donc c'est ça qu'il appelle la civilisation. Et puis il y a la culture en tant qu'elle est une production de l'esprit qui est liée en réalité à des communautés, à des modes de vie, à des systèmes de valeurs, etc., etc. Donc, il y a autant, on ne peut pas dissocier le culturel et le social pour Lacan ou pour la psychanalyse. Culturel et social, autant il est exigible de distinguer sévèrement la culture de la civilisation. La civilisation, c'est ce qui se déroule au-dessus des hommes au fond et qui ne tient absolument pas compte des sujets individuels auxquels s'intéresse la psychanalyse. Et la culture, au contraire, c'est ce qui est attaché à leur corps, ce qui est attaché à leur vie quotidienne et à leur vie de groupe ou de société. Alors, est-ce que je continue l'exclusion? Comment faire culture du phénomène de ségrégation? C'est ça la question de poser la question de savoir si la globalisation, la globalisation est ou pas un signe de culture, et si en effet la globalisation est sans culture, oui, tout faire culture. Tout dépend
de la valeur qu'on donne au terme de culture. Si on se réfère à ce que je viens de dire, et je crois que c'est ça qui m'importe, c'est que la globalisation en tant que telle ne fait pas culture. Elle est du côté de la civilisation, justement. Elle s'attache à ce qui n'est pas spécifique, à ce qui ne concerne pas les groupes dans leur vie réelle, mais on peut considérer qu'il y a, si vous voulez, ce serait ce que le globish est à l'anglais de Shakespeare, si vous voulez. Pour dire les choses rapidement. Il y a des choses que la globalisation produit, qui servent, mais qui ne font pas culture en tant que telle, c'est-à-dire qui ne permettent pas la production de faits d'esprit, hein, quelque chose qui permette à la culture d'avancer. Alors, le couple. Donc vous n'aviez pas de questions sur le couple amoureux, ni sur le couple sexuel. Je crois en effet que je m'en explique assez clairement. Votre question porte sur le couple analytique. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de présenter les deux protagonistes d'une psychanalyse comme relevant d'un couple. Et pourtant, je n'ai rien inventé. Hein. Le terme de couple se retrouve tout à fait sous la plume de Lacan et sous la plume d'autres analystes. Et le fait pas de vivre ensemble, mais de faire un compagnonnage de plusieurs années, voire parfois de plusieurs décennies, conduit à concevoir en effet la relation de l'analyste à l'analysant et de l'analysant à l'analyste et leur rapport à la psychanalyse. Ça permet de le penser, de le subsumer sous la catégorie du couple. Alors, ce que j'avais dit et que vous avez bien relevé, c'est que la spécificité de ce couple, en principe, c'est de contenir au départ les germes de sa dissolution, voire de vouloir la dissolution du couple. C'est-à-dire que l'entrée en analyse pose en même temps, si on sait le percevoir, si on sait le repérer, les conditions de la dissolution du couple psychanalytique. Et en cela, il me semble que le couple analytique se distingue de tous les autres couples qui, au moins, aspirent à l'éternité. Je ne dis pas qu'ils le réussissent. Ça se saurait. Je vous aurais fait un scoop si c'était le cas. Ce n'est pas le cas. Malheureusement ou heureusement, la vie des couples ne conduit pas nécessairement à quelque chose de pérenne. Alors, donc, toute la question, c'est de savoir pourquoi le couple psychanalytique est destiné à cette dissolution, ou implique cette volonté de séparation. Alors, il me semble que ça tient, pour l'essentiel, à ce que la psychanalyse a tout à fait élaboré sous plusieurs formes, et dont peut-être Lacan nous propose les formulations les plus décisives. C'est qu'il n'y ait pas, c'est que l'analyse est fondée en tant que pratique sur le transfert, et que la finalité de l'analyse, parce que la psychanalyse est une pratique d'émancipation, c'est de viser la séparation, c'est-à-dire de viser l'émancipation du sujet. Une autre conception aurait conduit à un sujet assujetti pour l'éternité au lien qui le noue à son psychanalyste. Donc l'idée, il me semble qu'il y a une solidarité entre l'idée que la psychanalyse est une pratique d'émancipation et l'idée que la séparation est l'horizon de toute psychanalyse. Donc la dissolution de ce couple, qui a été évoqué en d'autres termes, c'est ce qui est attendu d'une psychanalyse quand elle est menée
selon l'éthique de la psychanalyse. Alors, donc vous posiez sur cette base-là une question tout à fait redoutable, tout à fait complexe, qui est de savoir s'il y aurait une spécificité du couple analytique dans la psychose. Voilà. Donc aussi, je reformule à ma façon, ça veut dire, est-ce que le couple analyste-sujet psychotique satisfait à ce que j'avançais concernant le couple psychanalytique? Alors, on peut l'envisager de deux manières. On peut l'envisager d'une manière absolue, c'est-à-dire considérant que le sujet psychotique est un sujet comme un autre, dans la mesure où il se soumet au dispositif de la psychanalyse, il est attendu en droit, si je puis dire. Il est attendu en droit que sa cure débouche sur une séparation. Il me semble que mon expérience est d'analyste et de participant à des dispositifs de passe, à des cartels de la passe, me conduirait à atténuer cette idée, c'est-à-dire à considérer que ce n'est pas parce qu'il y a analyse de sujet psychotique que cette analyse puisse déboucher sur le devenir psychanalyste de ce sujet, parce que je ne considère absolument pas qu'un sujet psychotique. Mais bon, tout dépend là aussi de ce qu'on met derrière ce terme de psychose. C'est ce que je vais travailler. Je vais intervenir à Athènes dans un mois sur psychose et folie, puisqu'il y a tous les psychotiques ne sont pas des fous au sens de délirants, etc. Donc il y a des sujets psychotiques qui exercent la psychanalyse. Mais en même temps, on se rend compte que quand on s'engage à conduire et à accompagner des sujets psychotiques dans l'analyse, il faut se tenir prêt à les accompagner très très longtemps. C'est-à-dire que le couple, ce n'est pas un couple qui va se dissoudre dans 5 ans ou dans 10 ans. Il peut se faire qu'un sujet psychotique arrête son analyse, mais il faut partir de l'idée que, mais à ce moment-là, il faut peut-être essayer d'en rendre compte du point de vue de la structure, c'est-à-dire pourquoi il y a cette modalité particulière du lien à l'analyste qui fait qu'au fond, ce sont aussi des analyses qu'on peut dire interminables. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire absolument qu'elles vont durer toute la vie de cet analyste-là, mais qu'il y a quelque chose d'un lien à l'analyse et d'un lien à l'objet qui fait que, voilà, ce n'est peut-être pas le même type de couple. Là aussi, je me retiens. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre rapidement aux questions redoutables de Laurent. On peut y aller. Ah, je crois qu'il y a une question d'André au fond. Je n'ai pas lu le livre, donc c'est une question qui vient à partir de ce qu'a dit monsieur avant. De ce que j'ai pu lire en vitesse, je ne l'avais pas eu en main. La notion du couple, il me semble que Lacan, quelque part, ne me demandez pas où, a abordé la notion de partenaire symptôme, qui a été repris par Jacques Alain Miller, je crois. Et dans une question que j'avais posée à Colette Solaire, qui est venue à Cahors, je lui avais posé la question, et que pensez-vous du partenaire symptôme? Elle m'avait dit, mais c'est justement ce que je vais présenter à Venise. J'y étais pas, donc je ne l'ai pas entendu. Comment dire? Moi, je pense que le partenaire dans le couple fait symptôme. Deux sujets font symptôme ensemble, d'où partenaire symptôme. Et j'ai envie de lier le corps, à ma façon, en disant il y a aussi un dialogue de corps à corps, traversé par la jouissance, qui se parle sûrement pas, avec des dialogues corporels et des dialogues de la structure du langage. Voilà, en
En gros, ce que je pense, que pensez-vous de tout ça? Ça me donne à penser. Je ne sais pas comment répondre à une intervention comme la vôtre, puisque ce n'est pas une question au sens strict du terme. C'est une articulation ou une mise en série de termes qui méritent en effet d'être repris et d'être mis en perspective. Si j'ai bien compris, le fond de votre interrogation porte sur le partenaire symptôme. La question que je me pose en vous écoutant, c'est de savoir si, dans un couple, il y a, comment dire ça, une dimension symétrique, si l'un est nécessairement le symptôme de l'autre. C'est-à-dire que si c'est dans les deux sens, ou si c'est une femme qui est un symptôme pour l'homme, ce qui est la thèse de Lacan. Ça, on peut, j'allais dire, le documenter, le renvoyer à l'expérience de la psychanalyse pour en attester. Mais je ne suis pas sûr qu'un homme soit toujours un symptôme pour une femme. Et il n'est pas sûr que toute femme soit un symptôme pour l'homme non plus. Je parlais de couple en général, y compris pour le couple analyste analysant. Oui. Mais dans le couple psychanalyste analysant, il me semble que ça rejoint d'ailleurs peut-être une des questions que posait Laurent tout à l'heure. Les cas dans lesquels l'analyse devient interminable, ce sont des cas dans lesquels, ce sont les cas justement dans lesquels l'analyste est le symptôme du sujet. C'est-à-dire où il vient à la place de ce qui vient nouer la structure, ce qui rend la séparation impossible. Oui, je voulais faire une petite remarque sur cette question, en me saisissant de cette question, puisque je crois qu'on trouve un élément de réponse dans les interventions, dans les conférences de Lacan aux États-Unis, où il précise ce que doit savoir l'analyste, c'est comment se complète le symptôme. Et donc, du coup, j'ai envie de vous poser cette question, Sidi, concernant ce que doit savoir l'analyste, sur ce qui doit conduire à la façon dont ça va se décompléter. Le processus implique qu'il y a une sorte de... Vous avez parlé de séparation. Oui, tout à fait. Et donc j'aimerais vous entendre sur la façon dont l'analyste a à savoir quelque chose sur ce qui concerne la décomplétude. Oui, mais la séparation de l'analyste, la séparation de la fin, elle ne porte pas sur le symptôme. Je crois que ça concerne la question de l'objet. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est dans l'engagement de l'analyse, c'est dans le début donc de l'analyse, que l'analyste a à compléter le symptôme, en tant que le symptôme se présente comme décomplété. Si on dit l'analyste complète le symptôme, il faut quand même au préalable poser que le symptôme analysable pour la psychanalyse, c'est un symptôme décomplété. C'est-à-dire que c'est un symptôme pour lequel l'analysant ne sait pas quel est le savoir qui le sous-tend, quelle est la vérité dont il est le symptôme. C'est là que l'analyste peut venir comme complément de ce symptôme, mais la séparation, c'est une séparation en tant qu'objet. Bien. En fait, pour continuer sur cette question de la séparation, d'abord j'aime bien que tu utilises ce terme de séparation plutôt que de ségrégation. Ça, je trouve que c'est très bien. Mais pour la psychose, si on se reporte à une très belle formule de Badiou sur l'amour, il dit que l'amour, le lien amoureux, c'est inventé à partir de la différence, ce qu'il appelle la scène du deux. Peut-être que dans la psychose, c'est une invention, disons, qui dure un peu plus longtemps que dans la névrose. Mais je crois qu'on pourrait le dire comme ça. Hein. Alors effectivement, on s'écarte un peu de la définition de l'objet au sens classique du terme, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là.
Puis puisque j'ai le micro, je voulais revenir à cette question de la ségrégation et de la séparation. Édouard Glissant, t'aimes bien. Alors bon, au-delà du rhum, il a dit des choses. Et en particulier, il utilisait un terme qu'on trouve en philosophie de la relation, pédagogie de la relation, celui de créolisation. Alors c'est pas pareil que la séparation ou la ségrégation. Et dans cette question de la créolisation, il prône quelque chose de l'ordre d'une théorie de l'opacité plutôt que de la singularité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Évidemment, c'est un peu court, hein, il faudrait développer, évidemment, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas un grand connaisseur de l'œuvre de Glissant. Je l'ai lu, mais c'est vrai que je suis plus du côté de Césaire, du côté de Fanon que du côté de Glissant. Voilà. Alors, sur la créolisation, je trouve que sa proposition est intéressante. Elle est intéressante d'autant qu'elle elle prend appui sur une réalité historique, au fond, des Antilles et des Amériques, d'une manière générale. Et surtout que c'est une notion, me semble-t-il, qui va au-delà, qui subvertit la notion plus galvaudée de métissage. Et que ça permet aussi de penser, de repenser ou de penser à nouveau frais le destin de ce que Césaire apportait comme mouvement de la négritude aux Antilles, puisque de fait, il y a aux Antilles à la fois des Noirs venus d'Afrique, des Indiens qui étaient là depuis des millénaires, qu'il y a eu les Européens, etc. Et que ça a conduit, d'une certaine manière, à quelque chose qui est au-delà du simple métissage biologique, véritablement ce que Glissant appelle la créolisation. Après, on se sépare. Il entre dans des considérations qui, moi, me dépassent un petit peu, ça dépasse un petit peu ma petite compréhension. Voilà, exactement, tout à fait. Mais bon, mais c'est un grand poète, j'aime beaucoup le romancier, mais le penseur, j'ai du mal à le suivre. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, ma question ne porte pas sur le couple. Je voulais revenir à la question de l'université en éclat, voilà, les transformations de l'université, surtout le fait de comment ça se vide en fait de son sens de production de savoir à partir du discours universitaire et comment le critère de rentabilité ça prend le dessus. Et alors peut-être ma question va être ambitieuse. Comment on peut y répondre en tant qu'analyste? Est-ce que je pense une possibilité en fait de réponse, est-ce que ce serait de montrer en fait en quoi cette vision ou cette manière de considérer l'université ça mène à des impasses en fait. C'est de contradictions ou des difficultés en fait. La question de former des professionnels dans le but d'avoir une rentabilité immédiate en retour d'investissement immédiat. Dans l'immédiat, c'est comme ça que vous l'amenez. Bon, au moins pour ce qui concerne le cas de ministre de Jair Bolsonaro. Je parle de cas particuliers de Brésil. Bon, je suis latino-américain, donc. Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour que ceux qui n'ont pas le livre comprennent, il fait référence à un des articles recueillis dans l'ouvrage qui s'intitule « L'université en éclat ». Alors, pour le comprendre, il faut savoir que le titre initial du livre, c'est « Variation
sur le couple et sur le lien social, et que l'amour, le sexe et la psychanalyse constituaient un sous-titre. Mes éditeurs ont préféré l'amour, le sexe, la psychanalyse, variation sur le couple et sur le lien social. Donc, dans la perspective d'explorer cette question du lien social, j'ai rassemblé différents travaux qui traitaient des différentes figures, au fond, des différents types de liens sociaux que Lacan a isolés quand il a inventé sa catégorie de discours. Donc il y a des textes qui traitent du discours du maître, il y a des textes qui traitent du discours hystérique, des textes qui traitent du discours de l'analyste, bien sûr, mais aussi un texte au moins qui traite de l'université, du discours universitaire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à avancer quelques éléments sur l'université. Et j'ai appelé ce texte « L'université en éclat ». Alors, j'y faisais au fond un diagnostic, celui de l'université contemporaine, qui n'est bien sûr ni le tout du discours universitaire, ni même le tout de l'université tout court. C'est l'université du temps du capitalisme, l'université en tant qu'assujettie, au fond, à la logique du discours capitaliste. Et il me semble qu'en effet, tous ceux qui fréquentent actuellement ou qui fréquentaient il y a peu l'université, que j'ai quitté moi simplement en 2021, savent que ce n'est plus l'université de papa. C'est devenu une entreprise où c'est la logique financière qui domine, que ça produit des effets désastreux au niveau des formations, au niveau des carrières, n'en parlons pas, etc., etc. Donc, mon idée, c'est que les transformations de l'université actuelle ont conduit progressivement à une université sans le discours universitaire, c'est-à-dire à une université qui n'obéit pas, au fond, à la logique et à l'éthique du discours universitaire, qui est une éthique de la transmission, selon moi. Moi, quand j'avais signé, quand je suis entré à l'université, comme assistant d'abord, puis comme maître de conférence, puis comme prof, c'était quand même pour essayer de transmettre quelque chose, et notamment de pouvoir transmettre quelque chose de la psychanalyse, puisque les personnes avec lesquelles j'ai travaillé et grâce auxquelles je suis entré à l'université étaient dans cette promotion-là, avaient l'idée que l'université pouvait être un des lieux de rencontre du discours psychanalytique. Et je crois que pendant tout le temps que j'ai été à l'université, et encore dans les quelques thèses que j'ai pu faire soutenir dernièrement, il m'en reste encore une à faire soutenir à Paris-Cité, ça a été ma boussole. Faire en sorte que l'université soit un lieu où la psychanalyse puisse avoir, peut-être pas droit de cité, mais oui, un droit de cité, à côté d'autres discours. Parce que, par définition, l'université est un lieu de l'universel. Ce n'est pas le lieu d'un discours, au sens étroit du terme, qui est un discours d'exclusion. Je réponds à votre question? Oui. Bon. Comme on dit dans les thèses, je suis satisfait. On pourrait peut-être simplement dire l'université était, au lieu de est. Si vous voulez. Des remarques, des questions? Peut-être qu'on peut revenir sur la question du réel. Oui, puisque les trois réels. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'on était parti ce matin d'une psychanalyse orientée. Ah, pardon. Nous étions partis ce matin d'une discussion, d'un débat autour d'une psychanalyse orientée vers le réel ou par le réel? Par le réel. Ah, ça change tout d'ailleurs. Parce que dans mon souvenir, c'était une
psychanalyse orientée vers le réel. Par le réel. D'accord. C'est moi qui dis ça. Oui, d'accord. Ah, parce que... Oui, c'est vrai que dans la notion d'orientation, on peut mettre l'accent sur ce par quoi on est orienté et ce vers quoi on est orienté. Alors, moi, j'avais... Oui, pardon. Sophie, allez-y, allez-y. J'ai dit par le réel, au moment de la fin de l'analyse. Voilà. Tout le cheminement d'une analyse, me semble-t-il, c'est une orientation vers le réel, une direction, hein, voilà, du côté de la direction. Quand il y a quelque chose d'avoir touché un bout d'impossible, un bout de réel, de l'avoir entreaperçu, parce qu'on ne le rencontre jamais, le réel, enfin c'est un des trois réels, donc, voilà. Il me semble qu'après, comme je parlais de l'interprétation, enfin, de la position de l'analyste, devenir analyste, qu'on ne devient jamais, on ne cesse pas de ne pas devenir analyste, mais c'est une orientation par le réel, me semble-t-il. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus une visée, c'est dans la position éthique de l'analyste. Je l'entends comme ça. Oui, non, mais ça se comprend mieux. Dit comme ça, on l'entend mieux, je crois. D'accord, bon, c'était ça que je veux. Entre vers et par, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a un cheminement, voilà, quelque chose d'une logique, en tout cas. D'accord. Non, moi, ça m'éclaire de cette précision. Le passage auquel Laurent faisait référence dans sa présentation concernait le souci qui était le mien de dire que pour la psychanalyse, quand on dit les choses comme ça, je veux dire, dans l'enseignement de Lacan, on ne peut pas considérer le réel comme un. Hein? Qu'au fond, le réel, comme l'éthique, le réel est relatif au discours, en réalité. Donc là, j'avais donné trois figures ou trois types de réel, mais on peut dire que chaque discours a son réel. Donc il y a le réel du discours du maître, il y a un réel du discours de l'hystélique, il y a un réel du discours universitaire, il y a un réel du discours psychanalytique. Et le réel du discours psychanalytique, c'est le réel de l'inexistence du rapport sexuel. Point barre. C'est-à-dire que ça n'a rien à avoir, avec le réel de la nature qui est au cœur du dispositif de la science. Quand la science traque le réel, c'est le réel de la nature, c'est le réel de la physique, hein, si on fait équivaloir la science et la physique au sens du là de la physique. C'est ce que Coiré a enseigné à Lacan. Oui. Moi, ce matin, je parlais du réel comme de l'impossible du rapport sexuel. C'est ça. On est d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que donc une clinique qui vise le réel et qu'il n'y ait pas une hégémonie d'un réel, c'est ce qui nous permettrait de comprendre l'unité, le fait que l'on puisse dire la psychanalyse au singulier. Qu'il me suive ou non, disait Lacan dans sa préface à l'édition allemande des écrits. Ouais. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à des formules de ce type. C'est le même Lacan qui a fait une conférence à Barcelone sur la psychanalyse, la vraie et la fausse. Donc quand on dit qu'il n'y a qu'une psychanalyse, et je crois que c'est ce que vous évoquiez ce matin, en rappelant ce qu'en disait ou ce qu'en écrivait Colette Solaire, c'est que le dispositif, il y a un dispositif psychanalytique qui est fondé par Freud et sur lequel il n'y a pas à revenir d'une certaine manière. C'est le dispositif qui est fondé sur le lien entre ces deux piliers que sont l'association libre du côté du patient et l'interprétation du côté de l'analyste. C'est ça la base de toute psychanalyse qui s'autorise de Freud.
Après, il y a différents styles, différentes conceptions, différentes manières de concevoir la manière d'aborder le symptôme, le déchiffrement des formations de l'inconscient, l'interprétation elle-même. Il en a été question ce matin. Est-ce que l'interprétation doit être du côté du sens, du côté du non-sens, du côté de l'absence, si on veut continuer dans ce que Barbara Cassin et Badiou ont tout à fait bien établi dans leur commentaire de l'étourdi. Il y a différentes manières d'aborder ces différents aspects de la clinique psychanalytique. Mais ce qui fait le fond et le fondement de la psychanalyse, c'est quand même l'association libre et l'interprétation. Si vous enlevez ces deux-là, ou si vous enlevez un de ces deux piliers, on fait autre chose que de la psychanalyse, me semble-t-il. En tout cas, moi, je continue à partager cette conception. Nathalie. Oui, je voudrais revenir sur la question de la ségrégation. Alors, je ne sais pas, vous avez dit entre ceux qui ont fait une analyse et ceux qui n'ont pas fait d'analyse. Moi, ce que ça m'évoquait, c'était entre ceux qui sont dans le discours analytique, ceux qui ne sont pas dans le discours, parce que ça peut être aussi dans n'importe quel champ. La ségrégation dans la philosophie, la boucherie, l'imprimerie, enfin que sais-je. C'est quand on est dans ce discours-là où on n'y est pas. Voilà. Non, je suis absolument d'accord. Si vous voulez, le souci que j'avais en faisant les distinctions qui me paraissaient nécessaires concernant la ségrégation, c'était pour éviter ou pour essayer d'amoindrir l'effet de diabolisation qu'il y a quand on utilise le terme de ségrégation. Et en effet, Jean-Claude a tout à fait raison, le terme de séparation irait davantage, va mieux. C'est qu'on met dans le même sac le racisme, la discrimination, la ségrégation. Là où il y a ségrégation, il n'y a pas nécessairement discrimination et il n'y a pas nécessairement racisme. Ce sont des phénomènes qui existent indépendamment de la ségrégation. Là où il y a des sociétés humaines, il y a de la ségrégation. Le fait simplement que nous ayons des chambres pour nos enfants dans nos appartements ou nos maisons, c'est une manière de séparer. Il y a une place, il y a un lieu pour les enfants, un lieu pour les études, etc., etc. On n'arrête pas de ségréguer. Il faut arrêter de diaboliser ce qui relève de la séparation. Mais il y a des séparations ou des ségrégations nécessaires ou utiles, et il y en a d'autres qui sont liées à des phénomènes de discrimination à partir du moment où on introduit des hiérarchies, des sortes de normes pour exclure, pour ravaler, etc., etc. Mais je crois qu'il est extrêmement important de maintenir cette distinction entre la ségrégation d'une part et les discriminations et les exclusions d'autre part. Oui, pardon. Mais c'était d'ailleurs aussi sur ce point que... C'était aussi ce point que visait ma question sur la ségrégation. Quand vous le présentez comme vous venez de le faire, on peut aussi tout à fait y voir en effet ce qui a pu se passer parfois dans les mouvements psychanalytiques, et en particulier, au moins, si vous rappelez celle-là, l'excommunication de Lacan. Je trouve que c'est vraiment été une forme de ségrégation. Je voulais juste aussi... Mais il y a, ce que je voulais dire juste, c'est qu'il y a des ségrégations positives et des ségrégations négatives. Et je voulais juste revenir sur quelque chose aussi à propos de l'interprétation, mais là, pris chez Freud, il y a, en fait, je me suis aperçu, finalement, il n'y a pas très longtemps que ça, que Freud, dans son travail, il me semble que c'est dans Psychanalyse et théorie de la libido, je crois, où quand il revient sur tout le parcours de l'invention de la psychanalyse, en fait, du côté du travail de l'analyste, il fait bien la différence entre trois moments. Le premier, évidemment, c'est celui de l'hypnose, qui est difficilement à mettre sous le signifiant psychanalyse. Le second, quand même, qu'il critique, c'est ce qu'il dit de ce dans quoi il se lance ensuite, c'est l'art d'interprétation. Et à ce moment-là, Freud critique bien sa position de l'art d'interprétation parce qu'il considère que celui-ci est encore trop marqué par la suggestion. Et la voie qu'il ouvre en suivant, c'est finalement celle de l'analyse de la névrose de transfert.
Donc je trouvais que ça, dans les éléments dont on discutait ce matin, avec la possibilité en effet que l'interprétation ne soit pas toujours là pour viser un insu ou un réel, évidemment que le contre-pied, ça peut être de penser une interprétation qui vienne donner du sens. Et j'ai envie de dire, peut-être je me trompe, mais que tous dans notre pratique, ça nous est arrivé déjà. Mais peut-être ça nous est arrivé pas non plus de n'importe quelle façon, puisque nous avons sans doute l'idée que amener un sens comme ça peut avoir un effet, mais la contrepartie, c'est quand même celle de la suggestion. Et on retomberait, au fond, d'une certaine façon, sur la discussion de tout à l'heure, sur l'analyse de symptômes. Juste un point de détail, Sidi. Pourquoi utiliser, vouloir blanchir ce terme, si on peut dire, de ségrégation, qui est effectivement connoté de façon négative dans le langage et dans la vie sociale, si le terme de séparation suffit? C'est pas clair ma question. Non, en tout cas, je n'ai pas... Ça n'a pas fait tilt way. J'ai l'impression, dans ce que j'entends, que tu veux, enfin, j'ai pas lu encore, mais que tu veux donner à ce terme de ségrégation, lui enlever sa connotation négative qu'on a généralement. Mais pourquoi l'utiliser si le terme de séparation est suffisant pour dire qu'il y a des séparations entre les psychanalystes, etc. Enfin, pourquoi utiliser ce terme de ségrégation de façon positive? Parce que c'est institution de la langue. Ce n'est pas... je veux dire, je n'ai pas décidé d'anoblir, entre guillemets, ou de rendre plus digeste le terme de ségrégation, comme cela. Mon point de départ, d'une certaine manière, c'est ce que Lacan disait de la ségrégation urinaire dans fonction, dans l'instance de la lettre, dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il remarque, en effet, qu'il y a dans le social des faits qui ressortissent, qui relèvent de la ségrégation, qui fait qu'on n'utilise pas les mêmes toilettes pour les garçons et les filles. Ça relève de la ségrégation, ce qu'il appelle la ségrégation urinaire. Mais il y a beaucoup d'autres phénomènes sociaux du même type qui relèvent de la ségrégation, au sens de la séparation. Il me semble que ce qui est important, c'est de montrer pourquoi il y a de la ségrégation, qu'est-ce qui soutient cette ségrégation, est-elle nécessaire, est-elle nécessairement liée ou non à des phénomènes de discrimination, de hiérarchisation, d'exclusion ou pas. C'est tout. Mais peut-être que c'est inutile. Mais quand j'ai fait ce travail, c'était dans le cadre d'un colloque auquel nous avons été invités, Marie-Jean Soré et moi, en Colombie, sur la question de la ségrégation, de l'inclusion et de l'exclusion. Voilà. C'est-à-dire que ça a un sens politique. Ah oui, absolument. Et qu'en l'utilisant de façon plus globale, ça lui enlève ce sens politique. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Bon, c'est sur le chapitre Le réel de la famille. À la fin, vous dites qu'il y a urgence à réécrire les complexes familiaux. Est-ce qu'on peut y aller là? Je n'ai pas fait, ouais. Vous ne l'avez pas écrit encore. Non, je l'ai pas écrit. C'est pour le prochain livre. Ah oui, pareil. Est-ce que vous avez, si vous dites qu'il y a cette urgence, est-ce que c'est parce qu'il y a des pistes déjà qui vous viennent? Non, c'était juste parce que c'était dans le cadre d'un colloque à l'université de Rennes où on travaillait sur la famille. Et je considère que le texte de référence de la plupart de ceux qui parlent de la famille dans le champ de la psychanalyse reste les complexes familiaux de Lacan. Or, les complexes familiaux de Lacan parlent d'une famille qui quasiment n'existe plus et s'appuie sur les données et les élaborations de Durkheim. Notre collègue sociologue est parti, mais je crois que
les sociologues riraient s'ils entendaient les psychanalystes parler de la famille en ne s'appuyant quasiment que sur la référence durkheimienne. Il me semble qu'il y a eu des changements sociaux très importants dans les familles qui exigeraient aujourd'hui une nouvelle conception de ce qu'est la famille pour les psychanalystes, et que les enfants que nous recevons, ou même les jeunes adultes que nous recevons dans nos cabinets, ont connu des familles qui ne sont pas les familles dont parlait Lacan dans les années 30. Voilà, c'était tout simplement ça. Ce n'était pas un devoir que je m'imposais à moi-même. S'il y en a qui sont intéressés par la réécriture des complexes familiaux, vous pouvez y aller, je n'ai pas déposé de brevet là-dessus. Et donc Laurent Combre vous demandait si vous pouviez être prophète sur l'avenir de la psychanalyse. Vous avez choisi d'éviter cette question. Ouais, j'ai des problèmes avec les prophètes tout court. Donc en devenir un, c'est peut-être au-delà de mes forces. En revanche, je peux dire que la psychanalyse dépend de ce que nous en ferons. De ce que nous en faisons. Son avenir dépend de la manière dont nous pratiquons la psychanalyse et la manière dont nous rendons sa transmission possible ou non. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des conditions pour que la psychanalyse puisse se pratiquer. Il y a des conditions pour que la psychanalyse puisse avoir une place dans le champ de la culture. Il y a des conditions pour que la psychanalyse puisse être agalmatique, puisqu'elle attire des transferts. Sur ça, nous pouvons avoir peut-être une petite influence, mais sur les conditions épistémiques, sur les conditions générales nécessaires pour qu'il y ait de la psychanalyse, ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend pas que des psychanalystes. Ça dépend de l'université, ça dépend du champ des avancées de la science, etc. Si tout le monde se met du côté de neurosciences, bien sûr qu'il n'y aura aucun avenir pour la psychanalyse. Il faut un minimum de division entre savoir et vérité, comme on en parlait avec Sophie au déjeuner, pour qu'un sujet soit capable, apte à se soumettre à la psychanalyse. S'il n'y a pas cette division-là, s'il n'y a plus aucun rapport au père, plus aucun rapport au sens, ce serait... Actuellement, je crois que Freud est encore enseigné un petit peu en terminale, comme en parlait Jean-Yves ce matin. Il dit que c'est comme ça quand même qu'il est venu à la psychanalyse. Oui. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu là au lycée. Croisons les doigts. Dominique. À propos de prophétisation, je crois que Lacan, lui, il s'est permis d'être prophète. Oui. Concernant la... Lacan, c'est Lacan, moi, c'est moi. Si dit, ne soyez... Pour qui vous vous prenez à être si modeste, hein? C'est une blague juive. Plus sérieusement, je disais que Lacan avait prophétisé la montée d'une ségrégation de plus en plus féroce. Et là, je rejoins Yvette Kohlberger en soulignant que chez Lacan, le terme de ségrégation a plutôt une connotation péjorative. C'était juste ce que je voulais souligner. Il le disait par rapport au fait qu'on accepte mal les différents dans un monde globalisé où les gens ne vivent plus séparés. Effectivement, ça risque d'engendrer, et on le voit effectivement, l'actualité lui donne raison, des phénomènes de ségrégation de plus en plus féroces. Ce qu'il préconisait, ce qu'il annonçait, c'était une montée de plus en plus grande du racisme. Oui. Ce n'est pas la ségrégation. Oui. Les deux. Non, les deux. Non, je suis désolé, non, c'est pas. Non, je suis d'accord avec vous. Ségrégation de plus en plus féroce. Non, c'est pas justement. C'est justement parce qu'il n'y a pas de ségrégation et que les jouissances se mêlent, ne sont pas séparées, qu'il y a une montée du racisme. Oui, c'est ça. Oui. Je crois que
Lacan a parlé de tout ça, il était quand même marqué par l'histoire. Il y a quand même les camps de concentration. Et je crois quand même qu'il parlait de ça dans la ségrégation. Évidemment, matinée du capitalisme et de ce que cela entraîne, évidemment. Mais je crois que c'est quelque chose d'incontournable. Mais pour revenir à cette question du réel et des différences, au bout du compte, peut-être que dans une analyse, on a une certaine idée du réel, souvent induite par l'autre d'ailleurs, puis peut-être que sur la fin, on commence à s'en faire une certaine idée, et dans l'après d'une psychanalyse, encore on travaille et on change d'avis ou de pensée sur le réel. Ceci pour dire que, au bout du compte, les différences, c'est quelque chose de bien difficile à penser. Ceci pour mettre peut-être un bémol sur l'idée d'une psychanalyse qui serait uniquement centrée sur une idée précise du réel et de ce que c'est que la différence. Voilà. Est-ce que la psychanalyse, pour reprendre ton terme, c'est une question que je me pose depuis longtemps, est-ce qu'on peut définir la psychanalyse par « il n'y a pas de rapport sexuel » ? Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Il m'a semblé le réel de la psychanalyse. Oui, voilà, le réel de la psychanalyse. Voilà. Se réduit-il à cette définition-là? C'est une vraie question, parce que ça touche vraiment la pratique. Oui, absolument. Non, mais ça c'est une... si tu veux, à mon avis, c'est la pointe de la définition par Lacan du réel du discours psychanalytique. Mais le même Lacan a bien sûr donné une certaine variété de ce qu'il appelle réel. Le réel comme insupportable, par exemple, qui est le réel du symptôme, ce n'est pas le réel de l'impossible du rapport sexuel. Il ne faut pas s'enfermer dans des définitions figées. Mais si on cherche à donner la pointe de l'enseignement de Lacan sur le réel de la psychanalyse, pas le réel dans la psychanalyse, c'est ce qu'il appelle le réel de l'inexistence du rapport sexuel. Je crois que ça, c'est... Juste pour aller dans ce sens-là, oui. Il me semble que, effectivement, ce réel qui est à la pointe, qui est un réel son élaboration, de son élaboration, il le dit aussi que c'est le dire de Freud, qui s'infère de toute l'œuvre, de tout ce que Freud a produit, comme dans sa découverte, mais dans tous ses dits, il le dit dans les tournis. Après, je trouve que j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire concernant d'autres dimensions du réel chez Lacan qui interviennent dans une analyse et qui déterminent aussi la fin d'une analyse. Parce que, et par rapport aux symptômes notamment, avec l'inconscient, il a qualifié finalement ce qui dans l'inconscient était réel. Voilà. Donc ça fait encore autre chose. Il y a peut-être plusieurs... Il y a effectivement cet axe absolument fondamental du non-rapport sexuel, qui est freudien, même s'il ne l'a jamais dit, mais Lacan, il me semble, dans sa découverte, adjoint d'autres dimensions du réel. Et peut-être qu'on ne les a pas encore toutes explorées. Voilà. Déjà, si on entend qu'il n'y a pas un réel absolu, mais des réels, oui. C'est déjà une avancée. Je crois que ça nous sort un petit peu d'une sorte d'absolutisation du réel. Voilà, c'est ça. Incantatoire. Sinon, ça devient un usage incantatoire ou une forme de slogan, quoi. On utilise des formules avec le réel et sans que ça ait prise véritablement avec la clinique comme telle. Un petit bout encore. Il veut se venger.
Mais je n'avais pas le souvenir que vous aviez été méchant avec moi. Je ne suis jamais méchant, ce tenant de tête. Non, mais vraiment, au contraire. J'ai en tête un commentaire que vous aviez fait au moment de la pause, qui m'avait plutôt mis excessivement en valeur ce dont j'étais en train de parler. Non, c'était sur la civilisation globale, pour le dire comme ça. Parce que, effectivement, vous le soulignez à plusieurs reprises dans votre livre, l'impasse à laquelle nous avons affaire avec cette globalisation quand même. Dans la question que j'essayais de poser un peu tout à l'heure, il y avait aussi cette dimension de savoir, alors je ne sais pas si ça peut se savoir en tant que dispositif qui ne soit pas que celui de la cure analytique, d'ailleurs, mais par exemple, il n'y a pas longtemps, et même pour la journée là, qui a lieu à Albi sur clinique et institution samedi prochain, j'avais travaillé un petit peu sur Klemperer, enfin LTI, LQR, LCN et LQI. Mais donc, il y a le travail d'analyse qu'ils font, mais pour montrer aussi quel rôle a pour ces sujets-là le travail qu'ils font dans leur analyse de la langue à laquelle ils ont affaire. Et ma question autour de alors, en effet, la civilisation ou la globalisation ne fait pas culture, mais du coup, qu'est-ce qui peut exister aussi comme, pas de côté, comme on dit dans le monde éducatif, je ne suis pas très fan, mais je n'ai pas d'autre qui me viennent là. Qu'est-ce qui est possible pour faire une culture qui finalement ne joue pas le jeu de cette civilisation? Je sais, c'est des choses qu'on avait souvent eu l'occasion de discuter à l'université avec l'équipe de recherche, où il y avait cette idée qu'il pouvait y avoir des communautarismes comme façon de résister à la globalisation, mais quand même avec le communautarisme vu comme une forme de repli identitaire aussi. Et alors, certes, on pourrait dire que ça fait culture au sein de cette communauté, mais est-ce que ça va faire culture entre des communautés qui se créent? Donc voilà, ma question visait aussi ces aspects-là. Non, j'entends parfaitement la question que vous posez, et je la trouve tout à fait pertinente, mais je n'ai pas de réponse, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui a inventé. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire le diagnostic et considérer qu'en effet, ce qui caractérise la civilisation contemporaine est lié à l'universalisation du discours de la science et du sujet de la science. Et que ça, en effet, ça ne fait pas culture. C'est-à-dire que ça ne fait pas lien entre les sujets et entre les communautés. Donc, est-ce que la question qui se pose à partir de là, c'est de savoir si il peut y avoir une manière de concevoir et de construire une culture à partir des cultures. Donc pas la civilisation comme supraculturelle, mais une culture qui soit le produit de l'échange entre les cultures. Ce que Senghor, une autre grande figure de ma jeunesse, appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire ne pas considérer qu'il y en a qui ont une culture à donner ou à imposer aux autres, mais que l'espace culturel soit un lieu d'échange. Je prends de la culture de l'autre et je donne à la culture de l'autre. À partir du moment où il y a des cultures qui sont condamnées qu'à recevoir de l'autre, et donc qui ne peuvent pas donner, à ce moment-là, on tombe dans le repli et dans tous les replis et tous les recroquevillements, les séparations. Là, on retombe dans la séparation en un sens négatif. C'est-à-dire, vous ne voulez pas de moi, je me sépare. Ce qu'on appelle les séparatistes. D'ailleurs, la droite politique ne se prive pas de catégoriser un certain nombre des populations comme séparatistes. C'est-à-dire qu'ils se séparent de la culture commune. Nous allons nous séparer.
va pleurer. Vraiment un grand merci à Sidi Escofaré de s'être une nouvelle fois livré à cet exercice.